Muhammadu Buhari est candidat à sa propre succession le 16 février prochain. Partons dans le nord, au Nigeria, à Kano exactement, où le bilan du président sortant fait débat. Certains habitants sont prêts à voter pour son rival, Atiku Abubakar. Les deux candidats le savent, cette région du nord peut faire basculer le résultat des urnes. Le récit de Philippe Randrianarimanan. C'est peut-être ici que se joue la présidentielle du 16 février au Nigeria. Kano, ville commerciale, fait figure de capitale musulmane du nord du pays, une région dont sont issus les deux favoris, dont Muhammadu Buhari, 76 ans, qui brigue un deuxième mandat. Dans ce marché de Sabongari, cible d'attentats de Boko Haram, certains lui reconnaissent des résultats sensibles. Je vais voter pour Buhari car il a amélioré la sécurité. Avant, nous ne pouvions même pas aller à l'école. Je suis étudiante et je ne pouvais pas sortir de chez moi pour aller à l'école par crainte d'attentats à la bombe. Mais maintenant, c'est fini. Nous sortons à notre guise. Mais pour d'autres, ce n'est pas suffisant. D'autant plus que le pays plonge dans une grave récession économique. Les gens souffrent, vous pouvez voir que l'économie a chuté, il y a une forte inflation et la vie était plus facile avant l'arrivée de Buhari. Maintenant, la vie est vraiment dure, nous devons changer de leadership. Face à lui, Atiku Abubakar, 72 ans, ex-vice-président, riche homme d'affaires, veut être une alternative. Mais il traîne une réputation de corrompu. Certains hésitent à changer d'équipe par pragmatisme. Bien entendu, Buhari n'a pas apporté les résultats escomptés, mais il a lancé certains programmes qui nécessitent une continuité. Si Buhari quitte ses fonctions maintenant, son programme en souffrira et le nouveau président devra redémarrer depuis le début. Mais rien n'est garanti dans cet état de Kano comme à l'échelle du pays. Entre ces deux principaux candidats du Nord, musulmans et de la même ethnie Haoussa, le match risque d'être serré. Et pour aller plus loin sur les enjeux de ce scrutin présidentiel, nous recevons ce soir Marc-Antoine Pérouse de Monclos, directeur de recherche à l'IRD. Bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de voir la bataille électorale qui se joue dans le Nord. Par rapport à 2015, est-ce que l'on peut dire que le président Buhari a perdu du terrain dans cette zone ? Oui, il a perdu du terrain. Il y a plusieurs de ses engagements électoraux de 2015 qui n'ont pas été satisfaits, qu'il s'agisse de la lutte contre la corruption, des grandes réformes économiques dont le pays a besoin. Donc là-dessus, il a déçu. Il n'y a pas du tout le même engouement qu'il y avait pour lui en 2015, c'est indéniable. Alors l'un des défis du Nord, c'est la guerre contre le terrorisme. Hier, des Nigérians victimes de Boko Haram ont manifesté. On parle de 27 000 tués en 10 ans, 1 800 000 déplacés. Pourquoi la sécurité est un échec cuisant du mandat du président Buhari ? Parce que l'armée fonctionne mal, elle tue beaucoup trop de civils et donc ça ne permet pas de gagner les cœurs et les esprits de la population. Buhari était lui-même un ancien militaire, il était dictateur du pays dans les années 80, donc il y avait l'espoir qu'en tant qu'ancien militaire, il allait réformer l'armée, il n'en a rien fait. Donc effectivement, la performance de l'armée nigériane ne s'est pas améliorée et quand on rencontre en face de soi que du vide politique et du vide militaire, ben effectivement Boko Haram prospère là-dessus. D'autant que Buhari a eu des paroles malheureuses, un petit peu emporté par ses succès. En décembre 2015, il avait annoncé que le groupe était techniquement défait, pour reprendre ses paroles. Or, il n'en est rien. C'est-à-dire que le groupe a reflué sur des marges frontalières vers le Cameroun et le lac Tchad. Néanmoins, l'année dernière, il a tué entre 800 et 900 soldats nigérians, ce qui est peu dit dans les médias. C'est un groupe qui ne tue pas que des civils, c'est aussi un groupe qui a une capacité d'action militaire, qui est très résilient. Et encore récemment, il vient de s'emparer de localités dans l'Adamawa, qui est l'État dont est originaire Atiku Abubakar, le grand rival, le grand opposant de Buhari, et où on n'avait pas vu finalement Boko Haram dans ces régions depuis quelque temps. Donc l'affaire n'est pas terminée, et là-dessus, c'est clairement un échec personnel pour Buhari, qui avait été largement élu en 2015 sur sa capacité à réduire en cendres Boko Haram. Et est-ce que finalement les dossiers économiques n'ont pas pâti du surinvestissement sécuritaire ? Qui n'a pas payé finalement. Oui, il y a eu ça. Il y a eu la capacité de Buhari à entreprendre les grandes réformes économiques dont le pays a besoin, notamment dans le secteur pétrolier. La lutte contre la corruption qui n'a pas vraiment avancé. Il y a eu effectivement une conjoncture internationale qui n'était pas favorable avec la chute en 2015 des prix du baril de pétrole et qui alimente l'essentiel des revenus de l'État nigérian. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont conjuguées qui font qu'effectivement ça a été une mauvaise période économique pour le Nigeria que la présidence de Buhari. Et justement, pourquoi la lutte contre la corruption a spécifiquement échoué ?
Alors, il y a un problème déjà d'efficacité judiciaire, la capacité à réunir des preuves. Il y a beaucoup de collusion dans la classe dirigeante, qu'on soit du parti au pouvoir ou de l'opposition. On fait des affaires ensemble, donc c'est difficile de trouver des témoins, des lanceurs d'alerte qui soient protégés par l'État pour effectivement mener les dossiers à leur terme et pouvoir condamner et effectivement emprisonner les gens qui détournent une bonne partie de la rente pétrolière. Donc là-dessus, il n'y a pas eu vraiment d'avancée, malheureusement. Et quels sont les autres chantiers qui ont eu des avancées notables depuis l'élection du président Boihri en 2015? Alors, je dirais que dans le cas de Boko Haram, le groupe a reflué. Maintenant, s'il a reflué, c'est pas tant à cause de la performance de l'armée nigériane que parce que ça a ramené de l'espoir dans le Borno, qui est le fief de Boko Haram, où effectivement les civils se défiaient énormément du précédent gouvernement, celui de Goodluck Jonathan, qui était un chrétien du Sud, alors que Boihri est un musulman du Nord. Donc ça a redonné de l'espoir. Et là, effectivement, il a quand même marqué des points. Mais encore une fois, cette affaire n'est pas terminée. Le groupe continue quand même d'agir. Notre reportage, il était aussi question d'Atikou Abubakar, multimillionnaire, grand favori face à Mohamedou Boihri, 4e fois qu'il se présente. Oui. Il n'a jamais été aussi près de la victoire. Disons que le Nigeria, c'est pas l'Algérie. Les jeux sont pas complètement faits. D'ailleurs, en 2015, quand Boihri a été élu, c'était la première fois depuis l'indépendance qu'on avait un changement de gouvernement autrement que par le coup d'État ou l'assassinat. Donc effectivement, rien n'est complètement joué. Atikou Abubakar est aussi un vieux routier de la politique. Je le disais tout à l'heure, Boihri, lui, c'est un ancien dictateur militaire. Atikou Abubakar a fondé le grand parti, le PDP, qui était au pouvoir en fait jusqu'en 2015, jusqu'à l'arrivée de Boihri, et qui avait pris la suite à la fin de la dictature militaire en 99. Donc c'est aussi quelqu'un qui connaît très bien les rouages, qui a un réseau au niveau national, et qui donc a aussi des chances de son côté, même si, il faut bien le dire, Boihri continue de tenir les rênes de l'État au niveau central, donc il a aussi des atouts de son côté. Et l'état de santé de Mohamedou Boihri va-t-il peser dans la balance ? Alors je pense que oui, parce que un des prédécesseurs de Boihri, Oumarou Yaradoua, était mort en cours de mandat en se faisant soigner en Arabie Saoudite et en Allemagne. Et quand Boihri est arrivé au pouvoir, il a dit « pas question de se faire soigner à l'étranger, si je tombe malade, je me ferai soigner au Nigeria parce qu'il faut que les... » Et il a fait tout le contraire. Il a passé des mois, presque une demi-année à Londres pour se faire soigner, dit-on, d'un cancer. Donc effectivement, cette promesse électorale, là aussi, il ne l'a pas tenue. Et les établissements de soins au Nigeria sont dans un piètre état. Là-dessus, on ne peut pas observer vraiment un progrès notable. Son état de santé peut entraver sa réélection. C'est ce que vous dites ? Non, je dis que l'argument relativement à Yaradoua peut, disons, être retenu contre lui. En revanche, il existe dans le Nord à dominante musulmane une espèce de ferveur quasi religieuse pour Boihri. Donc il y a aussi des gens qui vont voter massivement, et d'ailleurs c'était dit dans le reportage qu'on vient de voir, parce qu'ils trouvent qu'il n'est pas resté assez longtemps au pouvoir pour engager toutes les réformes qu'il avait promis. Donc il faut compter quand même une sorte de vote de légitimité pour le président sortant, avec qui plus est l'idée que le Nord prend aussi sa revanche sur le Sud, parce que les intérêts économiques et le dynamisme du Nigeria se trouvent plutôt sur les côtes au Sud. Et le fait que les deux challengers viennent du Nord, qu'est-ce qui se joue concrètement ? Ça va être compliqué ? Alors, en fait, les opposants, les deux principaux candidats s'appuient sur des coalitions régionales. Atikou Abubakar n'est pas extrêmement populaire dans l'État d'où il est originaire, dans la Damawa. Donc dans le Nord à dominante musulmane, c'est pas forcément quelqu'un qui suscite autant de ferveur que Boihri. En revanche, il a de solides appuis dans le Sud, ce qui veut dire concrètement que si Atikou passe, il pourrait y avoir quand même des troubles dans le Nord à cause de cette ferveur en faveur de Boihri. Alors qu'en revanche, si Atikou est défait, je vois mal des Ibo de l'ancien Biafra ou les minorités du delta du Niger où on produit le pétrole descendre dans la rue, risquer leur vie pour défendre la victoire électorale de leur candidat qui serait lui-même un homme du Nord. Voyez. Donc là-dessus, il faut peut-être un peu temporiser. Maintenant, ce qui distingue ces candidats, c'est juste des questions de personnes et de coalitions régionales parce que sur le plan idéologique, sur le plan programmatique, on a du mal à voir des différences entre les deux partis en compétition, l'APC et le PDP. Et Atikou Abubakar incarne-t-il une opposition crédible quand on sait qu'il a quitté le parti du président Boihri fin 2017 ? Qu'il a retourné sa veste plusieurs fois, qu'il a une sacrée réputation de corruption, qu'il a notamment bâti lorsqu'il était responsable des douanes à Lagos. Ce que je trouve intéressant et original dans cette élection, c'est qu'on va peut-être voter pour les vice-présidents pour la première fois. Car c'est plutôt eux qui sont porteurs d'un changement. Alors c'est aussi une banjo du côté de Boihri. Du côté d'Atikou, c'est Peter Obi, qui est un gouverneur Ibo de l'État de l'Anambra, qui a plutôt laissé un État avec une trésorerie qui tenait la route, donc il a plutôt une réputation, assez bonne réputation de manager. Donc il est possible aussi qu'on ne vote pas seulement pour ceux qui se présentent à la présidence, mais également pour ceux qui se présentent à la vice-présidence, puisque dans un cas comme dans l'autre, finalement, on peut imaginer aussi que ces vice-présidents seront beaucoup plus à la manœuvre
qu'il ne l'était auparavant. Alors sur le plan purement politique, maintenant il y a une suspension qui a fait polémique au Nigeria, celle du président de la Cour suprême par Muhammadu Buhari en personne, juge qui devait statuer en cas de litige électoraux. Comment vous analysez cette polémique ? Il y a beaucoup de suspicions sur le fait que Buhari tenant les rênes de l'État, il y aura aussi des fraudes pour assurer sa réélection à marche forcée. Ça, ces suspicions, elles sont là, elles sont assez classiques, on les a vues dans d'autres élections. Maintenant, il y a aussi une vraie question qui se pose, contrairement à son prédécesseur Goodluck Jonathan, qui avait aussitôt admis sa défaite électorale. Est-ce que Buhari, en tant qu'ancien militaire, acceptera de reconnaître sa défaite si jamais Atiku Abubakar l'emporte? Il y a là une vraie question qui n'a pas encore complètement de réponse. Mais effectivement, tous ces signaux, que ce soit du côté de la Cour suprême, que ce soit du côté de l'enregistrement des électeurs dans le Nord au dernier moment, Nord qui est plutôt favorable à Buhari, tout ceci pose des questions sur la possibilité de fraude au moment des élections. Il y a une question, quid de l'opposition traditionnelle? Où est-elle aujourd'hui? Encore une fois, c'est plutôt des coalitions régionales. Le PDP, qui est le parti d'Atiku Abubakar, était le parti en fait qui était au pouvoir entre 1999 et 2015. Donc c'est un parti de pouvoir, mais qui est maintenant dans l'opposition. Donc finalement, ça se joue aussi dans la recomposition, dans la capacité de certains politiciens nigérians avant les élections à se repositionner et à changer de parti 2 ou 3 fois dans l'année. Ça arrive parfois, c'est assez impressionnant. Donc difficile pour moi d'identifier réellement où se situerait une opposition idéologique et programmatique. Et une dernière question, traditionnellement, quelle est la culture du vote au Nigeria, s'il y en a une? Alors, quand l'enjeu est ouvert, comme ça a été le cas en 2015 ou même en 2011, on va voter. Il y a un taux de participation électorale qui peut être assez conséquent. En revanche, comme en 2007, où là, le jeu était déjà fait avant les élections, les gens ne se déplacent pas. Donc, il y a quand même, vous voyez, une capacité des Nigérians à se mobiliser sur le politique, qui est d'ailleurs assez impressionnante. On aime beaucoup parler de politique au Nigeria. Ça fait les conversations des cafés du commerce, et les gens vont aussi voter, si tant est qu'ils ne se sentent pas menacés. Parce que c'est là aussi un problème, c'est qu'il y a tout ce qu'on appelle le godfatherisme au Nigeria, qui renvoie à l'idée du parrain, vous savez, le film de Coppola, c'est-à-dire le côté mafieux de la politique, où effectivement, on va exercer des pressions physiques sur les électeurs, on va essayer de les impressionner, et ça peut dissuader des gens de se rendre dans les bureaux de vote, que ce soit dans le delta du Niger ou dans le nord-est, avec, entre autres, Boko Haram. On sera en tout cas au rendez-vous le 16 février. Merci beaucoup Marc-Antoine Pérouse de Monclos d'avoir répondu à nos questions.